Bienvenue dans les chemins de l'univers, dans cette conférence intitulée Télévisualisation de la conscience dans l'espace-temps. Alors on va considérer dans un premier temps l'univers comme étant ici, on va dire une sphère qui était en expansion depuis 13 milliards et demi d'années, depuis le Big Bang. Et on va noter artificiellement l'instant présent, le moment présent, ce qu'on va appeler l'univers zéro, U0. C'est ici et maintenant en termes d'espace, donc ici, et de temps, à savoir maintenant. Cet univers physique, il est représenté au niveau de l'espace à travers les trois dimensions de l'espace qu'on appelle la 3D, qui sont les dimensions de la matière réelle, suivant trois axes. L'axe des X ici en rouge, des Y et des Z, on va dire mathématiquement, géométriquement. On va dire que si vous êtes positionné au centre, le Y c'est ce qui est devant vous, le moins Y ce qui est derrière vous, le X ce qui est à droite, le moins X ce qui est à gauche, et le Z ce qui est en haut, et le moins Z ce qui est en bas. On se déplace et on vit dans un univers visible, visuel, et auditif, et kinesthésique, etc., à travers ces trois dimensions de l'espace physique. D'accord ? Il existe, en plus de ces trois dimensions de l'espace physique, une quatrième dimension, alors ça peut être une cinquième, une sixième, mais on va dire que c'est celle qui va nous préoccuper là, et qu'on va appeler la quatrième dimension, la dimension du temps, ce qui va nous créer, si on raisonne avec ces quatre dimensions, cette notion d'espace-temps, où finalement le temps n'est qu'une dimension supplémentaire, une dimension qui fait varier le contenu de l'univers. Alors quand je parle de l'univers, c'est vraiment la totalité du tout, ce qu'on appelle le tout en philosophie hermétique, c'est que tout est contenu dans le tout, et rien n'est en dehors du tout. Mais ce tout est variable. Une autre loi de l'univers selon la philosophie hermétique, c'est que tout est vibration, tout est variable, donc tout change, et tout change dans le temps. Donc imaginez-vous cet univers, cette sphère où il y a tout, et que tout est en train de bouger, de vibrer, selon le temps, la flèche du temps. Et c'est pas le temps qui passe, c'est que l'univers se modifie au fur et à mesure du temps. On sait qu'il est en expansion, c'est-à-dire que depuis le Big Bang, toutes les particules s'éloignent les unes des autres, et qu'on est dans cet univers à quatre dimensions, au moins, les trois dimensions de l'espace physique et la dimension du temps. Alors, slide assez important là-dedans, c'est que l'univers, alors certains déterministes pensent que l'univers est tracé, et que tout est écrit, et que tout ce qu'on vit est finalement, c'est le destin, il n'y a pas de hasard, et qu'on a l'impression d'avoir le libre arbitre, mais que finalement on suit une progression temporelle. Notre univers suit une dimension temporelle qui est toute écrite. Et que tout changement, toute décision, ici à l'instant T1, on pourrait dire, tiens, je prends une décision de mon propre chef, je décide, j'ai le libre arbitre, j'ai le choix, je prends la décision de changer de futur. Une décision, alors ça peut être des petites décisions, je vais à droite ou je vais à gauche, je vais faire telle action ou pas, je vais sortir ou je vais rester chez moi, je vais parler à cette personne ou je vais rester tout seul, ou voilà, ça peut être des décisions très structurantes, je déménage, je me marie, etc., ou anodines, je prends du jus d'orange ou un café.
Hein. Donc là, la granularité, comme on dit, des changements de futur peut être plus ou moins prononcée suivant le niveau de détail, on va dire. Hein. Mais imaginons qu'on décide en fait, à l'instant T1 sur le schéma ici, de changer de futur. Hein. Donc on quitte finalement l'univers 0 qui nous était tout tracé, en ne faisant rien, pour aller sur un univers parallèle. Donc en fait il y a deux choix, c'est que soit notre décision pour les déterministes faisait partie du plan de l'univers 0 et on continue sur ce plan-là, soit on accepte l'idée qu'on passe dans un deuxième univers, et c'est ça la notion d'univers parallèle, c'est que les deux univers ici, U0, le classique, et U1, il y a une rupture dans l'espace-temps, a été créée du fait de notre volonté, de notre libre arbitre, du choix qu'on a fait, ou du choix ou des choix qu'on a fait, pour éventuellement un futur plus doré, hein, d'où la couleur dorée de la sphère de l'univers 1. Alors que tout soit écrit ou que rien ne soit écrit, finalement, cette théorie-là regroupe ceux qui sont adeptes du libre arbitre et ceux qui sont adeptes du déterminisme, du destin. Que finalement, que tout soit écrit à l'avance dans le plan de l'univers, ou que rien ne soit écrit, finalement, c'est la même chose. Rien n'est écrit, c'est que tout est possible. Et si tout est possible, c'est que tout est écrit. Finalement, hein, vous pouvez aller voir ce qu'en a écrit Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le dédoublement du temps et de l'espace, à ce niveau-là, et ça réconcilie en fait les diverses possibilités philosophiques. Soit on continue dans un destin qu'on modifie, U0, on change le futur de U0 à partir de nos décisions, qu'on croit être liées au libre arbitre, ou véritablement on a ce libre arbitre, et on passe sur un nouveau chemin, un chemin U1 ici, un univers nouveau, un univers parallèle. Quand on parle des univers parallèles, on suppute que ces univers continuent à vivre simultanément et parallèlement dans le même espace, à des dimensions différentes, la dimension temporelle, qui serait une cinquième dimension ici, puisque là on a les trois dimensions de l'espace, la dimension du temps, et une cinquième dimension qui serait une sorte de parallélisme d'univers. Alors, ici on va symboliser une multitude de changements d'univers ou de créations d'univers parallèles. On pourrait accepter l'idée qu'à chaque instant, une infinité d'univers parallèles sont créés, d'accord, et qu'on prend le chemin suivant nos décisions. On continue soit sur U0 ou on décide de partir sur U1, sur U2, en haut, en bas ici, hein, et indéfiniment. Hein, de U1 on peut passer de U3 à U4, on peut continuer U3 ou aller sur U5 là-haut, d'accord. On a la même chose à peu près en bas, hein, U2 on continue, le U6. Et vous voyez qu'il peut y avoir des instants où les décisions qu'on prend ne sont pas structurantes dans un changement violent d'univers futur, mais puissent se recouper. D'accord. Hein, vous avez, je sais pas, deux tomates cerises, que vous preniez la première ou la deuxième en premier, ça va pas changer fondamentalement le cours de l'univers. Hein, donc sauf si on croit à la théorie du chaos, qui indique qu'un battement d'ailes de papillon peut déclencher des cataclysmes. D'accord. Et que finalement toute modification de la plus infime particule et du changement temporel de n'importe quelle matière pourrait modifier définitivement le cours du temps et le fonctionnement de l'univers. Donc ça, ce sont des théories qui existent, hein, qui sont exposées. Je vous propose d'aller voir ce que dit Philippe Guillemont à ce sujet, qui est un astrophysicien orienté sur
Voilà, le fait que les futurs sont écrits et qu'on peut cependant changer de voie, hein, comme des voies de chemin de fer, pour aller sur l'une ou l'autre. Donc imaginons qu'effectivement, à chaque instant, une infinité d'univers parallèles soit créée et qu'on aille, selon notre décision, ou suivant les décisions d'autrui, puisqu'on est aussi dans l'univers des autres, on va dire trimballer sur un ou l'autre des chemins. Donc ça fait beaucoup d'univers, puisque à chaque fois, on crée nos univers, mais les autres aussi créent leurs univers. Donc on multiplie le nombre infini d'univers de nos univers par l'infini de chacun des univers de tout ce qui peut influer sur ces intersections et sur ces divergences d'univers. Ça fait beaucoup. Alors, de l'autre côté, au niveau du passé, là c'est le physicien Étienne Klein qui insiste beaucoup là-dessus, sur le cours du temps, la flèche du temps, et la notion de causalité. C'est-à-dire que dans un univers U0 qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on vit, tout ce qui est autour de nous, tout notre être à nous, est lié à ce qui s'est passé plus tôt, dans le passé. C'est-à-dire qu'une vie antérieure, notre vie antérieure, qu'on va noter V0, a influé sur le présent, d'accord, sur notre univers U0 à l'instant présent, et ça implique que V0 euh, implique sur U0. V0 implique U0, c'est-à-dire que c'est grâce, entre guillemets, ou à cause de V0 qu'on est en train de vivre U0. Hein, c'est la règle d'implication qui est différente de la règle de réciprocité, attention. Hein, si on a V0, c'est qu'on a, on a de ce fait U0. L'inverse n'est pas vrai, c'est pas parce qu'on a eu U0 qu'on a forcément eu V0. Par contre, si on n'a pas U0, c'est qu'on n'a pas eu V0. Hein, c'est la seule chose qu'on peut dire au niveau de cette implication, cette causalité, cette cause à effet. Hein, on a des causes et dans le temps, ça déclenche des petits ou des grands effets. Ok, et tout effet a sa cause. Ok, et que toute cause provoque des effets, et les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. J'aime bien redire ça à chaque fois. C'est important. Alors on l'a vu dans le schéma précédent, si je reviens, regardez U4, hein, U4 qui revient sur U1, ou U9 qui revient sur U2, ou voilà, U7 qui revient. Euh, ouais, vous voyez qu'il y a des chemins qui vont se recouper, bien que s'étant séparés. Donc ce qui nous veut dire, au niveau du passé, qu'il peut y avoir eu plusieurs passés, plusieurs causes de notre présent. Hein, c'est l'idée que plusieurs passés sont possibles, ou ont été possibles, pour arriver à cet état U0. Hein, notre univers actuel, U0, ne provient pas forcément d'un seul passé, V0, on va dire qu'en théorie, plusieurs passés peuvent s'être recoupés, ici comme V0 ou V2, ou V1, V0, hein, pour parvenir finalement au même effet. D'accord? Donc c'est pas... ok, on a eu un V qui provoque un univers existant, mais cet univers existant a pu avoir été causé par plusieurs passés. Ok? Idéalement, et on constate que l'instant présent, finalement, le moment présent, l'ici et maintenant, n'est potentiellement qu'une construction de plusieurs passés possibles, et n'est que la cause potentielle de plusieurs effets possibles et de plusieurs univers, finalement, futurs, différents. Waouh! Donc l'idéal, ça va être d'essayer de se balader dans tout ça. Hein, on est dans le présent, mais je voudrais voir éventuellement ce qui est dans le futur et voir un petit peu, s'il y en a eu plusieurs, pourquoi pas, super. Ben, je voudrais voyager là-dedans, voyager dans le temps.
Voyager dans l'espace-temps, dans le physique. Alors, le physique, je vais l'exposer un petit peu ici, il existe déjà, on peut déjà matériellement voyager dans le temps, et en tout cas ici dans le futur. Hein, on a prouvé, Einstein l'a prouvé, et ça a été prouvé même voilà, récemment, on a chronométré, hein, que en fait il y a plusieurs paramètres qui influent sur la notion du temps, pas la durée du temps, mais la notion du temps et la relativité entre plusieurs perceptions du temps, en l'occurrence par deux paramètres comme la gravité, mais surtout enfin pas surtout, mais aussi la vitesse. Et que si on prend une fusée, imaginons ici dans l'univers U0, on décide qu'un individu, à un instant T1, prenne une fusée parce que c'est ce qui est le plus rapide et idéalement approche la vitesse de la lumière, 99,9% de la vitesse de la lumière, ce qui est impossible pour l'instant. Hein. Il a été prouvé que un voyage dans l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière, hein, ont un effet de ralentissement du temps, ou un ralentissement de la perception du temps entre quelqu'un qui serait parti en fusée et quelqu'un qui serait resté sur un instant immobile, un emplacement immobile. C'est la notion de ralentissement du temps entre T1 et T2, la notion du temps entre T1 et T2. En fait, quelqu'un qui revient après un voyage interstellaire d'un an, à une vitesse proche de celle de la lumière, verra sur la Terre que plus de plusieurs milliers d'années se seraient écoulées. Ça, c'est le saut dans le futur physique. Alors, on n'a pas pour l'instant le nécessaire pour que ce soit ultra utile. Hein. Le dernier voyage d'un Russe qui a passé plus de 800 jours en l'espace est revenu et n'avait en fait vieilli que de 0,02 secondes de moins. Donc pour 800 jours, voilà, parce qu'il était à 27 000 km/h, qui est loin d'être la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est le saut dans le futur physique. Alors vous avez vu, c'est pas très pratique, pour faire un saut de 2 secondes, il faudrait des dizaines d'années. Il y a une autre possibilité de faire un saut dans le futur, c'est d'emprunter un tunnel de verre, via un trou de verre. Donc ça, on le voit dans le film Interstellar de 2014, que je vous engage à regarder pour comprendre un petit peu plus les impacts de ça. Un trou de verre, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de trou noir. Un trou noir, c'est une masse extrêmement dense, donc qui fait un déchirement dans l'espace-temps, une sorte de trou. Si on représente l'espace-temps comme un drap, un voile sur lequel les objets massifs créent des trous, en fait, un trou noir est tellement massif, hein, que ça fait un énorme trou de falaise dans lequel on tombe. Et l'optique de ce qu'on appelle un tunnel de verre, c'est de réapparaître sur un trou blanc, en tout cas, d'un autre côté de l'espace-temps qu'on peut qualifier d'univers parallèle. Donc à l'instant T, au lieu de continuer notre univers zéro extrêmement lointain, etc., on pourrait imaginer emprunter un tunnel de verre, passer dans une singularité d'un trou noir pour réapparaître sur un trou blanc, un trou noir absorbant tout et un trou blanc expulsant tout. Hein, donc si on a en fait trimballé l'extrémité T2 d'un trou de verre à travers un espace extrêmement rapide et qu'on l'a ramené, finalement T1 et T2, les deux embouchures du tunnel de verre peuvent être extrêmement rapprochées et on emprunterait un tunnel T1 pour instantanément réapparaître à l'autre côté du tunnel dans le futur. D'accord? C'est une porte vers le futur. Ok? Par contre, c'est unidirectionnel. On ne peut pas revenir dans le passé, sauf si on accepte ce qu'on appelle un tunnel de verre exotique, qui est le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est à un instant T2, on reprend en fait le trou d'arrivée du tunnel précédent, on le reprend en chemin inverse pour retourner dans le passé. On fait un retour dans le passé, c'est la fameuse machine à remonter le temps.
Ok? Donc on considère que les deux trous ne sont plus des trous noirs, des trous blancs, mais des trous de verre exotiques, à savoir des portes parallèles. Hein, une qui a été déplacée, l'arrivée dans le futur, enfin très loin, et qui correspond au futur si on le ramène, et le trou T1 qui est le trou d'entrée vers le futur. Donc là on le prend à l'inverse, on prend le chemin inverse pour revenir dans le passé T1. On recule dans le temps de T2 moins T1. D'accord? Alors dans beaucoup de films, Retour vers le futur, Terminator, etc., ces voyages dans l'espace ont un impact sur ce qui s'est déjà passé. Et ça crée des paradoxes. Hein. On a le fameux paradoxe du grand-père. Hein, on retourne, je sais pas, 50 ans dans le passé et finalement on tue son grand-père, ben, ce qui a pour effet qu'il n'ait pas eu la possibilité de créer vos parents, votre parent. Et votre propre existence en est paradoxalement... Vous voyez, normalement vous ne devriez pas avoir existé. Mais en fait, la suppression de ces paradoxes est effectuée par le simple fait d'admettre qu'il y a forcément la création obligatoire d'un univers parallèle, U1. Hein, on est retourné dans le passé, mais on crée un nouveau futur. Et U0 continue à vivre comme si de rien n'était. Hein, c'est un nouvel univers parallèle qui a été, on va dire, créé rétroactivement, hein, ou créé par votre apparition dans le passé. Alors ceux qui ne croient pas à cette théorie me disent, ouais, enfin disent souvent, si dans le futur on arrive à créer une machine de ce type-là, pour faire passer autre chose que des nanoparticules, c'est-à-dire des gens entiers avec leurs vêtements, etc. Pourquoi n'a-t-on pas de nos jours de gens, alors il y en a quelques-uns, hein, mais qui se disent bah tiens je viens du futur. Bah, tout simplement parce que cette machine n'a pas encore été inventée. Donc on ne pourrait pas revenir dans un passé antérieur à la création de cette machine, ce tunnel T1, T2, T2, T1, hein, et revenir à un temps antérieur à T1. Donc tant que T1 n'a pas existé, on ne peut pas, parce que lui aussi il est dans le futur, revenir d'un T2 ultérieur. Ok? Alors ça, voilà, c'est une première chose. Une seconde chose. Cependant, vous avez bien vu que la mise en œuvre physique de ces de ces transportations, de ces voyages dans l'espace physique, dans le temps physique, dans l'espace-temps physique, est vraiment très difficile à atteindre. Donc il y a toute cette théorie qui a été générée, voilà, pensée par les astrophysiciens, les mathématiciens, et mis en œuvre en laboratoire aussi à travers les particules quantiques qui réagissent à quelques nanosecondes à l'avance, un récepteur qui reçoit l'information avant que l'information soit émise. Donc ça, il y a des trucs assez magiques là-dedans, théoriquement. Mais voilà, que ce soit pour le futur ou pour le passé, pour le futur, on n'a pas la vitesse suffisante pour que ce soit efficace. D'accord? On arrive à envoyer des gens à 36 000 km/h, c'est à peu près voilà, 10 km secondes. Mais pour atteindre les vitesses nécessaires, il faudrait du 300 000 km secondes. Donc c'est 50 000 fois plus. On n'en est pas là. Pareil pour les tunnels de verre, hein, les trous de verre symétriques, etc. Ils existent hein, dans la pratique et dans des laboratoires au CERN, etc., les accélérateurs de particules, mais ils sont extrêmement trop petits pour qu'on puisse se balader dedans. Donc la mise en œuvre physique, si vous vous attendiez à vous balader dans l'espace et dans le temps physiquement à travers et à la fin de cette vidéo, non, hélas, je vais vous dire qu'on n'en est pas là. Pas encore. Alors, bah, quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous savez, alors c'est lié à une des vidéos précédentes, hein, sur le contrôle de la conscience, que par la pratique de ce contrôle de la conscience, on arrive à se déplacer instantanément dans l'espace.
Vous êtes ici, chez vous, vous fermez les yeux et vous vous imaginez être à 200 km chez quelqu'un d'autre. C'est le déplacement instantané dans l'espace. C'est la téléportation de la conscience. La téléportation au sens que c'est votre conscience qui va se balader dans l'espace. C'est fait à travers, alors j'aime pas dire l'imagination, parce qu'imagination c'est la création de, on va dire visualisation. C'est l'effet de la visualisation, vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans un endroit différent. C'est chose qu'on peut faire dans le sommeil, quand on fait des rêves programmés, qu'on programme à l'avance ce dont on veut rêver, ou des rêves lucides, qui sont a posteriori des rêves dans lesquels on retourne après les avoir vécus pour continuer à vivre l'histoire qui est dans ce rêve. D'accord ? Dans tous les cas, on se balade. On se balade dans l'espace. Souvent, si c'est pour faire du voyage astral, donc là aussi c'est encore autre chose, on va faire une expérience de sortie hors du corps dans le but de se balader. C'est ce qu'on a dans les expériences de mort imminente ou de mort temporaire, les EME et les EMI ou les EMT suivant comment on les appelle. On sort de son corps et on voit les gens qui ont vécu ces choses, ces moments précis, ils sont décorporés, se baladent, voient ce qui se passe dans les salles d'opération, dans les hôpitaux, écoutent les gens parler, etc. Et ensuite reviennent s'ils ne meurent pas. Il y a aussi la notion d'ascenseur cosmique ou de cylindre cosmique, qu'on va appeler le tunnel cosmique, que j'exposerai à la fin, puisque là aussi c'est un moyen pratique d'utiliser le contrôle de la conscience avec cette dimension supplémentaire qui est le temps. Donc au lieu de se déplacer dans une fusée ou de se spaghettifier à l'intérieur d'un trou noir, on va simplement, non pas déplacer notre corps, mais simplement déplacer notre conscience dans le temps. Le but, c'est d'arriver à plier le temps, votre temps U0, votre futur, de l'amener à votre présent en fait. C'est de télévisualiser. Moi, c'est ce que je fais dans mon métier depuis des années sans le savoir que ça existait, que ça marchait comme ça. J'appelais ça l'ingénierie mentale. C'est-à-dire que dans un projet, quelque chose que vous avez à réaliser, vous imaginez, c'est même un peintre ou un sculpteur s'imagine le résultat final. Il va le voir dans le futur, en pliant le futur, c'est-à-dire en arrivant à ce que finalement sa conscience emprunte des tunnels de verre virtuels sur d'autres dimensions encore, pour visualiser le futur, ou les futurs possibles, en T2, les diverses options, et choisir les options. En fait, on choisit, on prémédite, on a une preview de son futur pour décider lequel choisir. Tout bêtement. C'est ce que j'ai appelé la télévisualisation de sa conscience dans le futur, la conscience étant ici, non pas un véritable déplacement dans l'espace de sa matière, mais on prend sa conscience, qui est une matière extrêmement subtile, qui traverse tout à des vitesses stratosphériques. Donc on comprend avec ça qu'on peut faire voyager sa conscience au niveau du futur. De l'autre côté, et c'est le cas quand on fait de l'hypnose à un certain degré, à travers des régressions temporelles, c'est tout simplement le voyage dans son passé, à des époques différentes. Vous pouvez vous voir à l'époque médiévale, à l'époque de la Révolution, à l'époque de l'Antiquité, à l'époque des Égyptiens, même à l'époque des dinosaures, etc. À travers cette même télévisualisation, alors elle est plutôt inconsciente en cas d'hypnose, mais rien ne vous empêche consciemment, à travers certaines méthodes dont j'ai exposé la liste tout à l'heure, de se balader dans votre passé ou dans vos passés. J'ai connu des gens qui s'étaient vus dans des vies différentes, mais à la même époque,
qui était à l'époque des Égyptiens en même temps pharaon et en même temps scribe, à la même époque. Donc cette télévisualisation de cette conscience permet en fait, comme pour le futur où on va dans les différents futurs choisir son futur, on peut rétroactivement choisir virtuellement de quel passé on préfère être le présent. On est dans le présent, on a vécu plusieurs passés et le fait de choisir de quel passé on vient va nous permettre de changer le présent. Alors, cette analyse de l'espace-temps, c'est cette capacité qu'on va avoir à faire une pliure temporelle, dans le futur, pour choisir nos futurs univers, notre futur univers, et cette pliure dans le passé pour choisir virtuellement de quel passé notre présent est fait. C'est une double pliure temporelle pour tout simplement arriver à modifier son univers zéro, l'univers d'ici et maintenant. Alors idéalement, j'ai réussi à vous dessiner ça, une matrice d'interconnexion temporelle serait de faire en fait une analyse de toutes les causes et de tous les effets possibles provenant de votre passé et de choisir le passé optimum pour créer votre univers futur optimum, que j'ai symbolisé ici par la boule dorée. Hein. On analyse ses passés, on détermine quel est celui qui a été potentiellement le meilleur pour arriver à l'univers U0 ici qu'on a en face de nous. On le choisit. Et ça, on va pouvoir le faire à travers des exercices. Donc en résumé ici, le contrôle finalement, non pas de la conscience, mais de la conscience dans l'espace-temps, le contrôle de l'espace-temps, c'est le fait de contrôler son passé, dans la mesure où on met l'accent par la pensée sur le passé qu'on a potentiellement choisi et des événements qu'on a potentiellement choisis comme étant déterminants pour notre présent, dans le but, si on contrôle le présent, bien entendu, de contrôler le futur. Le seul moyen de changer son présent, c'est de changer son passé. Et le seul moyen de changer son futur, c'est de changer son présent. Waouh! Alors comment on peut faire ça? Je vous ai schématisé un des exemples ici. Je ne vais pas vous montrer comment faire des expériences de mort imminente, bien entendu, ou le voyage astral, ça vous allez pouvoir le trouver sur Internet. C'est aussi... c'est des choses qui sont très contraignantes. Hein. Le voyage astral, c'est très contraignant parce qu'il y a des barrières à franchir. La barrière physique, par exemple, hein, vous vous allongez sur votre lit. Et la première barrière physique, c'est essayer de berner votre mental pour lui faire croire que votre corps est en sommeil. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer de ne pas bouger, même si ça vous gratte, etc. Et là, c'est extrêmement compliqué. Enfin, moi, j'y arrive pas beaucoup. Parce que je dors pas et que voilà, et souvent je m'endors parce que je m'endors vraiment et du coup le voyage astral est raté. Donc première barrière, c'est la barrière déjà du mental, hein, la barrière tiens je vais faire un voyage astral. La deuxième barrière, une barrière physique. Il faut absolument que je me mette dans des états d'endormissement physique, sauf qu'il faut garder la conscience. Et puis aussi il y a la barrière émotionnelle, la barrière qui notre corps, on est incarné ici en cette vie, c'est pas pour aller se balader dans l'astral en fait, c'est pas naturel et notre subconscient nous fait utilise des stratagèmes pour ne pas qu'on y aille. Et le meilleur stratagème, c'est la peur. Évidemment, quand on a peur, on arrête tout de suite hein, et fait ressortir des peurs en fait pour nous empêcher d'aller là-bas. Ça peut être des apparitions de monstres, des choses comme ça qu'on a l'impression d'être allé choper dans l'astral. Finalement, c'est notre subconscient qui nous les a virtuellement générés pour cesser tout de suite cette opération de voyage astral qui n'est pas finalement naturelle. Alors ce qui est plus naturel, c'est d'utiliser des espèces de rituels ici, comme ce que j'ai appelé le tunnel cosmique, qui m'a été enseigné, et que j'ai essayé plusieurs fois.
Il suffit de se mettre assis sur une zone de voilà 2 mètres sur 2. Alors on peut le faire à deux aussi. Partager ce tunnel cosmique à deux. On crée en fait une sorte de tunnel. C'est une opération qui va consister alors, à s'isoler tranquillement. On fait ça la nuit souvent ou le soir parce que en fait on va à travers des petites bougies que j'ai symbolisées au sol, qu'on va mettre en cercle autour de nous pour créer en fait un tunnel, ouais, un ascenseur en fait, une sorte d'ascenseur vertical, un cylindre. Hein, donc ça peut être symbolisé comme un tunnel. Et le fait d'avoir mis au sol ces énergies de feu à ce niveau-là va créer un isolement total même du reste du monde, du reste des personnes avec lesquelles vous êtes connectés, vos amis, vos conjoints, etc. Votre famille va avoir l'impression que vous n'existez plus pendant ce laps de temps. Donc pour pas les faire flipper, idéalement faites ça la nuit pendant qu'ils dorment. Comme ça, cet isolement n'est pas ressenti consciemment par votre entourage. Donc c'est des trucs qui durent voilà, une trentaine de minutes, vous mettez en isolement et surtout vous appliquez une intention à votre voyage. Parce qu'en fait vous allez monter votre conscience via ce tunnel, en oubliant tout ce qui existe. Alors, avant ce que je disais, c'était dans l'espace actuel, dans l'ici actuel, parce qu'on allait simplement voyager dans l'espace au niveau de notre conscience. On peut utiliser les mêmes stratagèmes pour se balader dans le temps aussi. Et l'intention dont je parle, c'est qu'est-ce que je vais aller foutre dans le futur ou qu'est-ce que je vais aller foutre dans le passé. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux simplement voir ce qui se passe, ce qui va se passer ou ce qui s'est passé? Dans ce cas-là, on est dans un mode d'observation. Alors ça marche très bien, on voit des choses complètement hallucinogènes. Des tunnels, des toboggans, moi je vois des lumières avec du violet, du blanc, des choses extrêmement rapides, des tunneliers qui creusent des choses dans des systèmes de toboggans liquides dans lesquels on est transporté, on se balade, on voit des paysages complètement dingues. On peut même voir des gens, c'est-à-dire je pense des entités défuntes sur d'autres plans, mais qui, en tout cas quand on est dans une intention d'observation, ne nous parlent pas. On ne communique pas avec, avec ces personnes qui nous regardent avec des grands yeux, avec des grosses lunettes un peu steampunk, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'œil, etc. Ils nous regardent, on les regarde, ils nous regardent, et puis naturellement, au bout de 30 minutes, on revient et on est sur le cul de ce qu'on a observé. Mais on peut utiliser ces techniques pour la communication. Si on part dans l'intention de communiquer avec ces entités, on va leur parler. Et leur parler, c'est surtout eux qui vont nous parler, qui vont nous raconter des trucs sur l'endroit où vous êtes, mais surtout quand on est dans une optique de voyage dans le temps, sur le moment où vous êtes, sur le moment où vous voulez aller dans le futur, ou des choses qui vous expliquent ce que vous avez vécu dans le passé. Donc ça c'est assez sympathique. Ça ressemble un peu à de la méditation au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai mis ce type de figure au niveau du design. C'est qu'il faut effectivement se poser, mettre de l'intention, un petit rituel pour créer ce tunnel de lumière finalement, ok, et sur lequel après on réatterrit tranquillement, il n'y a aucun souci. Donc voilà ce que je voulais vous démontrer, un petit peu de pratique et un petit peu de théorie à l'avant. C'est la conscience qu'on va déplacer dans le temps, et non pas physiquement, c'est sa matière, puisque c'est pas demain la veille que ça va marcher. Alors la première règle de la loi des lois de l'univers, la première loi de l'univers dans la philosophie hermétique, c'est défini par cette simple phrase que l'univers est mental. Et c'est par votre mental et votre décision, et vos pratiques, vos rituels, votre libre arbitre si vous y croyez. Et pour ceux qui n'y croient pas au libre arbitre, ça marche quand même. Ça marche quand même. Ces voyages dans le passé, ça marche quand même. C'est que c'était écrit, tant mieux. C'est qu'en fait l'univers est mental. Votre U0, vous le créez. Ce que vous voyez,
ce que vous entendez, même les discussions que vous faites, elles sont virtuelles. Vous parlez à quelqu'un, quelqu'un vous parle, ce que vous entendez, c'est le passé. Parce que le son a déjà mis un millionième de seconde à venir à votre oreille et ça prend 100 millisecondes à être compris par votre cerveau. Donc on est constamment, notre présent finalement c'est notre passé, tout ce qu'on voit c'est le passé, tout ce qu'on entend c'est le passé. J'ai beaucoup axé l'année dernière et il y a 2 ans sur le moment présent. J'ai pas beaucoup parlé de lâcher prise puisque c'est un terme sur lequel je reviendrai dans les mois futurs et qui est absolument pas, selon moi, la solution. Donc moment présent, mais finalement le présent est la seule chose qui n'existe pas, qui existe à un moment tellement faible qu'il n'existe pas. Il n'y a que le passé et le futur qui existent finalement. Et on a, avec cette représentation et cette compréhension de l'intelligence universelle, euh, que cette, cet axiome qui dit que l'univers est mental, hein, la compréhension que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, n'existe que par son interprétation mentale. Les couleurs, c'est mental. Les sons, c'est mental. Ce sont que des détecteurs et nos récepteurs qui nous les matérialisent. Et les matérialistes ne voient que ça et n'entendent que ça. Donc on a toutes les capacités pour, j'ai ressorti le mot capacité bien sûr, hein, puisque c'est la base de la capacitologie, pour effectuer ces voyages dans le temps, dans l'espace-temps. Hein, on a le pouvoir, expert power, c'est pouvoir, hein, c'est le pouvoir, on est des super-héros là-dessus. Et on va pouvoir s'amuser tranquillement avec, avec ça. J'ai piqué un ensemble de petites phrases pour la conclusion, une conclusion parmi d'autres, à une conférence d'un gars qui m'a pas mal aidé pour faire ce slide, qui s'appelle Stéphane Durand au Québec, je crois, et qui a dit qu'en fait Galilée au XVIe ou XVIIe siècle a révolutionné le savoir en disant que la Terre était une planète parmi d'autres. Ça a fait grand bruit à l'époque, hein. À l'époque on croyait que la Terre était plate, et que finalement non, la Terre est ronde et que c'est une planète parmi d'autres. La Terre n'est pas la seule planète qui existe. Darwin, au XIXe siècle, a dit que l'homme était un animal parmi d'autres. Et là aussi, ça a fait grand bruit. Là aussi, ça a fait, c'était révolutionnaire à ce niveau-là. Et que l'homme n'est pas un être élu d'un peuple élu, mais voilà, un ensemble, fait partie d'un ensemble du règne animal. Les astrophysiciens de nos jours, au XXe siècle, donc au siècle dernier, ont prouvé, ont théorisé et expliqué mathématiquement que notre univers était finalement un univers parmi d'autres. Quand on lui rajoute des dimensions, comme le temps, comme les plans de conscience, comme les plans vibratoires, ce qui explique les univers parallèles, etc. Je pourrais finir par cette phrase qui date des hermétistes ou des nouveaux hermétistes, donc une philosophie qui est de moins 400 avant notre ère, mais qui pourrait expliquer que le moi est un moi parmi d'autres. Donc ça fait mal à l'ego, hein, le fait qu'on n'est pas seul à être moi, et qu'on pourrait avoir plusieurs moi conscients de penser à travers des univers parallèles, et qui est une seule conscience supérieure au-dessus. C'est bien expliqué dans la capacitologie, c'est que le spirituel est au-delà du mental, on n'est pas notre mental, on est une conscience au-delà, qui joue avec l'incarnation, voilà, comme on joue au Monopoly, hein, on est le joueur de Monopoly, on n'est pas le pion du Monopoly. Hein, sachant que la nouveauté ici, c'est qu'on peut jouer plusieurs pions en même temps, plusieurs pions dans des temps différents et plusieurs pions à des espaces et des espaces-temps différents. Waouh, donc j'espère que ça vous a plu, hein, cette mini-conférence des chemins de l'univers, hein, et sur cette télévisualisation de la conscience dans l'espace-temps. Par cette ingénierie mentale, vous allez chercher ce que vous voulez de votre futur, vous allez choisir le futur que vous voulez, vous le prenez, vous le pliez vers vous, vous le regardez, vous l'observez, vous l'analysez, et vous le ramenez dans le présent pour
prendre acte de quel chemin prendre vers ce futur idéal que vous désirez avoir. Et pour que ce soit possible, pour vaincre ce fait de dire je décide que je change maintenant, que je fais une rupture dans l'espace-temps, que je crée un nouvel univers parallèle éventuellement, que ce soit prédéterminé ou pas, la force qui fait qu'on choisit et qu'on a cette capacité à modifier son présent, c'est d'aller chercher ses causes dans le passé. On dit mais je peux faire ça parce que j'ai fait ça, parce que j'étais ça, parce que j'avais décidé, si je me rappelle bien maintenant, de vivre tel chemin. Ça change son présent. Changer son présent pour changer son futur, ça, on le comprend aisément. Tout le monde comprend que arrête de boire, t'iras mieux au niveau de la santé. Voilà, enfin, il y a énormément de choses. Mais c'est plus compliqué de comprendre que notre passé, on peut choisir son passé pour modifier son présent. Mais ça donne une détermination absolue sur la force de cette modification du présent. Je réussis à modifier mon présent parce que j'ai chopé le bon passé. Je suis allé choisir le passé qui m'intéresse. Voilà, j'étais scribe dans l'Antiquité. Je me focalise là-dessus, je regarde ce que j'ai fait là-dessus. Pourquoi maintenant je suis informaticien en cette vie-là? Vous voyez, 10 000 ans après. J'ai écrit ou lu ou classé des livres au temps du nom de la rose dans des bibliothèques, j'étais moine, etc. Parce que je me focalisais sur le savoir et ça explique pourquoi maintenant je veux continuer à découvrir et à comprendre comment les lois de l'univers fonctionnent. Ok? J'ai été bourreau, j'ai coupé des têtes dans le passé, voilà, ça explique pourquoi j'ai cette détermination, cette notion d'amour des armes blanches ou cette notion de survivaliste et de conspirationniste et de rébellion, etc., que je peux avoir maintenant. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'arrête ça? Est-ce que j'ai compris ça? Parce que le but de toutes les réincarnations, c'est un jeu. On a parlé de Monopoly tout à l'heure. Mais voilà, on est dans le jeu, dans le fait de gagner, non pas des points, mais gagner en expérience, pour vivre toutes ces expériences. On vit ces expériences, on joue. La vie est un jeu. Et si on rate, qu'on n'a pas compris la règle du jeu, ou qu'on a raté quelque chose au niveau d'une expérience, on refera cette vie-là. On se réincarnera, on rechoisira une vie pour revivre les mêmes événements, pas indéfiniment, mais jusqu'à ce que ça se débloque. Et un éveil, un chemin spirituel, c'est la compréhension de toutes ces expériences de vie, alors positives évidemment, parce que on peut s'en servir pour le mal, on peut choisir évidemment le côté obscur, mais sachant qu'avec la causalité, on s'en prendra autant dans la tronche qu'on en aura mis dans la tronche des autres. D'accord? Donc choisissez, ce que je vous conseille, c'est la force, le côté de la force, la lumière. Quand on met de la lumière dans une pièce sombre, il y a de la lumière, il n'y a plus de sombre. La lumière est plus forte que les ténèbres, la lumière est plus forte que l'obscurité. Donc je vous donne tous ces moyens qui datent de la sagesse antique, pour vous faire comprendre ces choses-là, mais pour aussi les utiliser à bon escient. D'accord? Pour le côté lumineux. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Alors je rajoute pas le truc, abonnez-vous, machin, parce que finalement s'abonner, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse vraiment tous ces discours pratiques, métaphysiques mais pratiques. C'est pas pour avoir des abonnés qui finalement mettent des commentaires indésirables que je supprime et que je bloque. De toute façon, voilà. Il y en aura de plus en plus, je sais, mais voilà, profitez en tout cas, réécoutez les passages qui vous sont plus, où il y a eu plus de mal à avoir de la compréhension, surtout sur le voyage et les passés antérieurs.
C'est ce qui est un petit peu plus compliqué à comprendre de nos jours. Et n'hésitez pas quand même par contre à mettre des commentaires pour que je puisse répondre. Hein. Je réponds dans ma mesure de ma compréhension actuelle, qui évolue hein, aussi avec vous. Euh, voilà. Donc à bientôt.